il y a une quinzaine d'années, j'avais été contactée par l'antenne Rhône-Alpes du ministère du Travail, qui était venu dans mon laboratoire. Moi, je faisais l'histoire du travail, donc évidemment, c'est vers moi qu'on est venu. Et son émissaire m'avait demandé si j'avais des étudiants de master ou des étudiantes de master ou des doctorants qui chercheraient des sujets de recherche sur le ministère du Travail. Donc je venais juste de finir le livre dont votre camarade vient de parler, qui s'appelle « Les femmes ont toujours travaillé », et j'étais restée sur ma faim pour tout ce qui concernait la question des femmes diplômées, qui était l'objet du dernier chapitre, dans laquelle j'avais découvert qu'en fait, cette question de l'histoire des femmes diplômées était traitée par les sociologues, mais pas du tout par les historiens et par les historiennes. Donc je m'étais trouvée face à un grand vide historiographique. J'avais fait beaucoup d'équilibrisme pour essayer d'organiser quelque chose. Et donc, quand ce monsieur vient me voir en me disant « Est-ce que vous ne voulez pas travailler avec nous ?» J'ai dit « Oui, bien sûr, les inspectrices du travail. » Il me répond « C'est juste pas très intéressant. » C'est un homme. Évidemment, des inspectrices du travail, il y en a. C'est que des vieilles filles. Et c'est toutes des boy scouts, comme notre ministre. À l'époque, la ministre était Martine Aubry. Bon, évidemment, ça m'a fait énerver. Donc, c'était intéressant parce que j'étais au cœur des représentations sociales. Toutes les femmes qui sont diplômées sont des célibataires et des vieilles filles. C'est des bas bleus. Et puis, globalement, c'est pas intéressant, quoi. Donc du coup, je me suis dit, comme à l'époque, j'ai dirigé pas mal de travaux prosopographiques, c'est-à-dire des biographies collectives avec des dossiers individuels du personnel. J'ai un petit peu travaillé sur les annuaires, il a bien voulu me donner quand même des annuaires de l'inspection du travail, donc j'ai repéré les femmes nominativement. Et j'ai lu un petit peu, et après je suis tombée, je dois avouer que ce livre c'est vraiment un bonheur d'historienne parce qu'en fait j'ai lu toutes les archives possibles et imaginables. Donc j'ai un petit peu lu et j'ai vu qu'effectivement il y avait des travaux que je connaissais d'une américaine, Linda Clark, qui est spécialiste des femmes dans la fonction publique en France avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc j'ai bien sûr commencé, avant de chercher les archives, à me poser la question que se pose tout historien et toute historienne, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais prendre comme espace chronologique. Bon. Donc l'espace chronologique, globalement, c'était bien sûr la loi de 1892 avec la création du corps, mais en même temps, il y avait des inspectrices qui avaient été recrutées avant dans le Conseil général de la Seine, qu'importe, et la date, le problème, c'était la date butoir. Et donc j'ai pris la date de 1974, qui est une date qui me tient à cœur, si je puis dire, parce que premièrement, bien sûr, pour ce qui concerne le travail des femmes, c'est la date de la loi Weil, qui est une date importante dans l'histoire de la société française, premièrement. Deuxièmement, en 1974, Françoise Giroud est secrétaire d'État à la condition féminine du ministère Valéry Giscard d'Estaing, et elle demande que tous les concours de la fonction publique soient mixtes, ce qui change radicalement la donne pour la place des femmes dans la fonction publique, en particulier dans les rangs A, j'y reviendrai, donc ces inspectrices du travail font partie des rangs A. Troisième élément, 1974, c'est la date de l'obligation de l'enseignement, de la mixité d'enseignement à tous les niveaux. Donc c'est aussi une date très importante dans l'histoire du travail des sociétés occidentales, parce que c'est une date qui est récurrente en Europe occidentale. Donc ça veut dire que les enfants qui naissent après 1974, les garçons et les filles, sont des enfants qui ont tous été confrontés à la mixité d'enseignement. Donc les filles ont pu se mesurer aux garçons, et les garçons ont pu se mesurer aux filles, ce qui aussi change la donne sociale. Donc je me suis arrêtée. Et en plus, en 1974, aux chances, le ministère du Travail fait une grande réforme. Il y a une fusion des corps de l'inspection avec le travail, les transports, et l'inspection du travail dans l'agriculture. Donc je me suis dit, de toute façon, avec la fusion des corps, jamais je pourrais contrôler l'affaire. En plus, il y a beaucoup d'embauches à partir de 1974, donc j'ai décidé d'arrêter en 1974. Donc j'avais mon corpus, et en tout et pour tout, entre 1878, date des premières inspectrices, et 1974, j'ai en tout et tout pour tout 160 femmes, ce qui est quasiment rien. Et je dis que c'était un bonheur pour l'historienne parce qu'en fait j'ai le corpus complet. Hein, j'ai toutes les femmes, donc on a pu travailler avec des étudiants sur l'ensemble de ces femmes. Donc ce que me montre Alors première question,
que je me pose bien évidemment. Les inspectrices sont un corps particulier, un sous-corps dans le corps, si je puis dire. Qu'est-ce que je fais avec les hommes? Donc je sais qu'il y a une femme pour 5 hommes. Donc les femmes constituent 20% du corps. Et évidemment, on se pose la question de savoir est-ce qu'il va falloir travailler sur les hommes aussi. Mais je suis plutôt à l'époque dans une perspective d'histoire des femmes, en fait. Et j'arbitre pour non, je ne vais pas m'occuper des hommes, et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, ces femmes qui sont engagées, ces inspectrices du travail à partir de 1892, sont vraiment installées dans un métier féminin, au sens féminin du terme, c'est-à-dire qu'elles ne font pas du tout le même métier que les inspecteurs. On recrute des inspecteurs et des inspectrices, mais d'abord les femmes sont en nombre limité, premièrement. Deuxièmement, elles sont recrutées sur concours anonyme comme les hommes, ça c'est la spécificité de la fonction publique française, mais il y a des concours séparés, il y a un concours pour les hommes, un concours pour les femmes. Et dans le concours, vous imaginez bien que faire de l'inspection du travail, ça demande des connaissances mécaniques pour observer les machines, etc. Donc les femmes, dans leur concours, il n'y a pas d'épreuve technique, pour une raison simple, c'est que les femmes inspectrices n'ont pas le droit de rentrer dans des usines qui comportent des machines. Donc, évidemment, ça limite, premièrement. Deuxièmement, elles n'ont pas non plus le droit de faire l'inspection de lieux de travail où il y a des hommes. Donc, globalement, pour dire les choses, ça c'est dire les choses entre eux, dire les choses en relief, c'est qu'elles ne contrôlent que les femmes, et spécialement que des femmes qui travaillent dans les ateliers de couture, ou dans ce qu'on appelle le travail à domicile, ou le travail en chambre, ce que Marx appelait le travail hors l'usine. Donc, globalement, elles sont embauchées comme ça, donc elles ont vraiment un métier très particulier. Et l'idée qui prévaut, parce que quand même il y a des résistances sociales, on est à la fin du 19e siècle, c'est de dire, bon, on va quand même prendre des femmes, parce qu'il faut des femmes pour s'occuper des femmes, et puis les femmes vont comprendre les problèmes des femmes. Donc c'est la légitimation qui est mise en avant pour que la loi soit votée contre les résistances misogynes qui existent quand même. Donc au motif que les femmes savent s'occuper des femmes, on va donc prendre des inspectrices du travail. Donc ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect de la spécificité de leur profession, c'est que il y a un des articles de la loi de 1892 qui dit ces femmes inspectrices n'auront pas le droit à la promotion. À l'époque, il y a 2 échelons dans l'inspection du travail, les inspecteurs et les inspectrices, et puis les chefs qu'on appelle les divisionnaires. Donc c'est écrit dans la loi très simplement que les femmes ne peuvent pas être divisionnaires. Bon. Mais par contre, très exceptionnel, j'étais pour le coup très étonnée avec ce que je savais de l'histoire de la fonction publique, un salaire égal. Les femmes inspectrices gagnent la même chose que les hommes inspecteurs, hors promotion évidemment. Et c'est le seul cas dans la fonction publique, je pense, puisque même à l'époque, les institutrices gagnent beaucoup moins que les instituteurs, 30% de moins, on retombe toujours sur les mêmes chiffres, et les enseignants des lycées gagnent 30% de moins que leurs collègues enseignants dans les lycées. Donc là, par contre, alors je me suis dit, on est au ministère du Travail, c'est normal. Bon, mais je vous dis ça parce qu'après, ça va se compliquer. Donc quand j'ai compris ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est juste pas la peine de prendre les dossiers des hommes, parce qu'ils ne font pas les mêmes métiers. Donc, qu'est-ce que ça va servir à quoi? De comparer des carrières masculines et des carrières féminines. Donc, j'ai dégagé, j'ai pris que les femmes. Et pour faire cette étude, c'est pour ça que je dis qu'il y avait un contexte, une demande sociale et un contexte féministe. Donc, j'ai donc décidé de travailler sur cette période-là. Et donc de demander au ministère du Travail les dossiers individuels de toutes ces femmes. Alors j'ai eu pas mal de chance parce que j'ai commencé je voulais travailler avec mon équipe de doctorants et de doctorantes. J'ai commencé par demander des crédits hors appel d'offres à la DARES, qui est la section du ministère du Travail qui s'occupe de la recherche, qui a beaucoup d'argent. Et comme ça, j'ai envoyé une lettre à la patronne qui était Dominique Méda. Alors évidemment, coup de chance, parce que Dominique Méda, sociologue, normalienne, énarque, féministe, j'ai écrit une lettre, elle me dit, mais certainement, vous voulez combien? Il n'y a pas d'appel d'offres, ça fait rien. Bon. Donc elle m'a donné beaucoup d'argent quand même, enfin moi ça m'a semblé vraiment énorme.
J'avais en tout cas de quoi payer des vacations d'étudiants, etc. Ensuite, je me suis dit, il va falloir trouver les dossiers. Maintenant que j'ai l'argent, il va falloir trouver les dossiers. Or, la législation, c'est on peut regarder les dossiers individuels de la fonction publique ou des dossiers de retraite de l'industrie privée 120 ans après la date de naissance de l'individu. Évidemment, ça n'allait pas. Donc, j'ai pris contact avec la personne dont je vous parlais tout à l'heure, l'archiviste, la chartiste responsable, l'archiviste du ministère du Travail. Au champ, c'était une femme, Evelyne Manganès, féministe, qui m'a dit, mais bien sûr, vous avez tous les dossiers que vous voulez. Bon, très bien. La réponse a pris 15 jours au lieu de prendre 3 mois comme d'habitude. Et donc, tous ces dossiers étaient à Fontainebleau, au Centre des archives contemporaines de Fontainebleau, au CAC. C'est très très loin de Lyon, et je prends contact donc avec la direction des archives de Fontainebleau. Je tombe sur une femme, Christine Pétilla. Je lui explique mon affaire. Je dis voilà, on est à Lyon, je vais venir avec des doctorants et des doctorantes. On veut mettre, puis vous savez qu'aux archives, en plus vous avez droit à 5 dossiers par jour, et puis après l'affaire est close, vous pouvez rentrer chez vous. Elle me dit mais pas de problème, je vous mettrai tout à disposition. Donc quand on avait des chariots, plein de dossiers. C'était juste incroyable, et en plus elle connaissait très bien le fond, parce que quand elle était jeune archiviste sortie des chartes, Christine Pétilla, c'est elle qui avait classé le fond. Comme stage, elle avait classé le fond du ministère du Travail. Donc bon. Donc on a fait, si vous voulez, d'un point de vue technique, on a fait en fait des bases de données sous FileMaker Pro. On a fait une base de données que ça ressemble un petit peu à Access FileMaker Pro. Donc on avait d'un côté, on a fait 2 bases de données liées, d'un côté une base avec l'état civil, et de l'autre côté une base liée avec toutes les séquences de carrière. Donc on avait d'un côté 160 femmes, et de l'autre côté 780 fiches de base liée pour reconstituer des carrières. Donc dans un premier temps, j'avais 18 mois pour faire le contrat. Donc on a travaillé avec mes étudiants, mes étudiantes, et on a rendu un rapport qui retraçait en fait globalement la plupart des carrières des inspectrices, mais c'est tout ce qu'on avait eu comme archive. C'était en fait tellement intéressant que du coup j'ai décidé que ça méritait un livre sans doute, parce qu'il n'y avait quand même pas grand chose sur les femmes dans la fonction publique avec des dossiers individuels. Historiographiquement c'était quand même un peu sec. Et donc j'ai commencé à faire un livre avec une postdoctorante, Anne-Sophie Beau, qui y restait des vacations. Donc avec les vacations, c'était le deuxième moment, l'élaboration des questionnements. On est allé, elle est allée, et on est allé ensemble dans les archives, dans les autres archives. Alors c'est le problème sur les sources pour les historiens et les historiennes. Donc la question, c'est qu'aux archives nationales, les dossiers du ministère du Travail étaient classés, mais que jusqu'en 1930. On allait jusqu'en 1974, donc il en manquait. D'autre part, j'ai voulu aller dans les archives départementales où il y avait eu des inspectrices, donc j'ai écrit à toutes les archives où je savais qu'il y avait des inspectrices. Personne n'avait gardé ces archives, où les archives n'étaient pas classées. À Lyon, il n'y avait juste rien. Donc on a trouvé des archives dans 3 villes. Et je dis ça parce qu'il y avait à l'époque 20 inspectrices du travail. On a trouvé des archives sur des inspectrices, dans quelle ville? En fait, à Paris, à Lille, à Marseille, à Tours. Et toutes les autres villes, nana, il n'y avait rien. Et donc, je me suis fait un raisonnement, évidemment, je n'étais pas une jeune doctorante, j'étais déjà vieille, que de toute façon, ça ne sert à rien d'avoir toutes les archives. Ce qui est intéressant, c'est la valeur heuristique d'un fonds qu'on peut bien évidemment appliquer aux autres inspectrices. On imagine qu'elles faisaient toutes les mêmes métiers, et là-dessus, je suis sûre que je ne me trompe pas. Donc ça, c'est une première chose sur les sources. Deuxième type de questionnement, qu'est-ce qu'on fait avec les carrières? Qu'est-ce que je vais faire avec les carrières de ces femmes? Donc dans un premier temps, de 1892 à 1946, comme il y a un métier d'inspecteur et un métier d'inspectrice, les carrières c'était assez simple, les femmes n'en avaient pas. Donc c'était relativement bien réglé. Par contre, elles avaient de l'avancement. Donc j'ai étudié les tableaux d'avancement. On était au ministère du Travail, donc les femmes avançaient à peu près au même rythme que les hommes, ça, il n'y avait pas de problème. Par contre, la question qui se posait, c'était le statut de la fonction publique de 1946. Et le statut de la fonction publique de 1946 installe en principe l'égalité, comme le demande la Constitution de la 4e République, installe l'égalité entre les fonctionnaires hommes et femmes. Donc,
le texte dit, de la fonction publique, aucune différence ne peut être faite entre les hommes et les femmes au sein de la fonction publique. Donc pour moi, c'était une mixité qui équivalait en fait à une égalité. Grave erreur. Donc bon, je regarde, effectivement, les concours sont mixtes, donc il n'y a plus un concours pour les hommes et un concours pour les femmes. Oui, le classement est mixte, il y a première, une femme ou un homme, donc il n'y a pas beaucoup de postes, hein, c'est des concours, 15, 20, 30 postes. Je trouve des hommes, je trouve des femmes, le classement est mixte, mais je trouve quand même qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc je regarde un peu plus avant dans les dossiers, et je vois... dans les dossiers que j'ai, donc comme après 46 les dossiers n'étaient pas classés, donc en fait j'avais comme source uniquement les dossiers des dossiers individuels des femmes, et je vois qu'il y a des concours qui sont réservés avec en fait pas des quotas mais même des réserves de postes. Donc on ouvre un concours, l'inspection du travail ouvre un concours au 1er janvier 1956, il y a 20 postes, 2 pour les femmes, 18 pour les hommes. Bon. Et je trouve dans un autre dossier, et je ne comprenais pas en fait très bien, je trouve dans un autre dossier une notation d'un supérieur en disant Madame Attel est vraiment une très mauvaise inspectrice, mais que faire, elle a été recrutée sur la règle du 1/6. Ah, je veux dire, bon, il y a une règle du 1/6. Et à l'époque, il n'y a rien non plus sur l'histoire des femmes. Je sais par contre que dans la plupart des ministères jusqu'en 1974, il y a des concours ouverts pour les hommes et des concours ouverts pour les femmes. Par exemple, dans l'enseignement secondaire, il y a une agrégation masculine, une agrégation féminine. Dans les postes, c'est pareil. Mais là, ce n'était pas le cas puisque le concours était vraiment mixte. Et donc, c'est intéressant parce que je pense que j'étais aveuglée justement par cette question de mixité, égalité, et je ne voyais pas. Il a donc fallu que je dresse au bout du compte une liste nominative des entrées et des sorties pour m'apercevoir en fait que cette règle du 6e, eh ben, c'était quoi? C'était que depuis 1946, les femmes n'étaient pas 1/5 du corps de l'inspection, mais 1/6, quelque part, il y avait une réduction du nombre de femmes. Et quand on parlait de la règle du 6e, en fait, on embauchait des inspectrices que quand d'autres partaient à la retraite. Donc, de facto, entre 1892 et 1974, malgré la mixité du circuit d'inspection publique, le nombre des femmes est resté égal. Donc, ça veut dire que, en plus, on était quand même là pour le coup de nouveau ministère du Travail. Je veux dire que quand j'ai vu ça, je suis restée sans voix. Et donc j'ai été interrogée des inspectrices et je leur ai dit, enfin, comment ça pouvait se faire? Et elles m'ont répondu que c'était des femmes qui sont nées dans les années 1940, 1950. Elles m'ont dit, mais voilà, c'était comme ça ne posait pas question. Moi, j'étais de la promotion temps, on était 22 recrues, dont 2 femmes. Ma collègue était enceinte au moment du stage, donc pendant le stage, je me suis retrouvée avec 20 hommes et j'étais la seule femme. Et c'était exactement comme quand j'étais à la fac de droit, que je faisais du droit du travail et que j'étais la seule étudiante dans l'amphi. Donc c'est intéressant sur la tolérance sociale, bien évidemment, aux inégalités. Donc ça veut dire que la mixité, en fait, s'installe seulement... la mixité des recrutements et l'égalité des recrutements, c'est-à-dire qu'on classe tous les candidats et les candidates, non pas d'après les postes à pourvoir, mais d'après leur mérite. Ça date en principe de 1975, mais par contre, la progression des femmes est très lente à l'inspection du travail. Et je pense que la loi met un certain temps à passer dans les actes du ministère du Travail. Et du coup, pour ce qui concerne les flux, pour vous donner, je vais juste vous donner 3 chiffres, je n'ai pas fait de PowerPoint. En 1973, on embauche 42 hommes et 2 femmes. En 1974, 43 hommes et 12 femmes. Françoise Géraud est passée par là. 1984, 49 hommes, 28 femmes. On est à 1/3, 2/3. Il faut attendre 2000 pour que le nombre de femmes dépasse le nombre d'hommes, c'est-à-dire en 2000, on embauche 29 hommes, on recrute 29 hommes et 30 femmes. Et en 2013, on arrive au chiffre habituel de la fonction publique,
34 hommes sont recrutés pour 66 femmes. Donc là, on est passé, on n'est même plus à 50-50, on est à 2 tiers pour les femmes et 1 tiers pour les hommes, comme dans la plupart des concours de recrutement de rang A. Donc ça veut dire qu'il y a d'une part les embauches et il y a d'autre part, ça c'est les flux, et il y a les stocks, c'est-à-dire comment ça se passe pour la promotion, puisque dans le statut de la fonction publique de 46, il y a aussi que les femmes ont le droit de devenir chefs. Alors, bon, la promotion, évidemment, il y a une première chose, c'est que comme il y a très peu de femmes, il y a cette fameuse affaire du vivier, donc on ne peut pas promouvoir, il n'y a pas de femmes promues parce que le vivier est insuffisant. Clairement, hein, en 2000, pour la tranche des 60-65 ans, il y a 90% de femmes pour 10% d'hommes. 60-65 ans, par contre, quand on regarde les 25-29 ans, évidemment, c'est ce que je viens de vous dire, il y a 30% d'hommes pour 70% de femmes. Mais néanmoins, ça ne résout pas le problème de la promotion, et en particulier de la mobilité géographique. Donc, à partir de 1946, les femmes ont droit à la promotion. Elles ne sont pas très... Mais ce qui se passe, c'est que les femmes ne sont mutées que dans des toutes petites villes. Or, pour avoir de la promotion et monter dans la hiérarchie, ça j'ai mis un certain temps à le comprendre en fait. Avant 1946, il y a 20 inspectrices du travail dans les très grandes villes industrielles, Lyon, Rouen, Nantes, Marseille, etc. Après 1946, il y a des femmes à Gap, dans un moulin, enfin bon. Donc, les femmes sont mutées dans les petites villes. Quand elles demandent leur mutation pour aller dans des villes plus importantes qui leur permettront d'acquérir des galons, elles n'ont pas cette promotion. Et donc, du coup, quand il faut promouvoir, eh ben, c'est les hommes. Et ça, j'ai mis un certain temps aussi à comprendre ça. Et je vous cite un exemple. Il y avait une des inspectrices dont j'avais le dossier. Il se passait des choses assez curieuses. Et là, c'est mon côté féministe qui a joué. Donc, cette inspectrice avait été promue, elle a eu le concours relativement tard. Elle avait, sa carrière, sa vie était la suivante. Elle avait été embauchée comme secrétaire au ministère du Travail. Elle avait épousé son chef, qui avait 20 ans plus qu'elle. Donc, elle monte lentement les grades de l'inspection du travail, elle devient contrôleur, puis elle devient inspecteur. Et au moment où elle arrive inspecteur, elle a une petite 50aine d'années, son mari, qui est beaucoup plus âgé, est à la retraite. Et il a pris sa retraite à Millau. Donc, vraiment très très loin des grandes villes. Alors, cette femme demande pendant 15 ans à se rapprocher du domicile de son conjoint retraité, qui était lui-même donc le conjoint à l'inspection du travail, et impossible d'obtenir sa mutation. Donc elle se retrouve en général, de ville en ville. La première fois, elle se retrouve à 1000 km de Millau, la deuxième fois à 500, donc il faut qu'elle fasse ses allers-retours, elle dit que ça l'épuise, que ça la ruine en plus, etc. Et je me disais, il y a un comportement sexiste par rapport à cette femme, dont on soupçonne qu'elle a fait sa mobilité professionnelle par la promotion qu'elle a payée. Voilà ce que je me dis. Bon, ça me semblait voilà, logique. Hein. Et tout à coup, je me suis dit, mais en fait, puisque les femmes ne vont pas dans toutes les villes, est-ce que dans les... Et puis elle disait, non, elle envoyait des lettres au ministre en disant, je ne comprends pas, tous les hommes de ma promotion ont eu la promotion qu'ils demandaient, la ville que j'ai demandée, elle vient d'être donnée à un inspecteur qui est beaucoup plus jeune que moi, donc la règle ne marche plus, la règle de l'ancienneté ne marche pas, que se passe-t-il? Et je m'aperçois à ce moment-là, on est à la fin des années 70, hein, pour son dossier, qu'en fait, dans les villes qu'elle demande, il n'y a jamais eu une femme. Donc à la fin des années 70, il y a encore à l'inspection des villes ou des circonscriptions où on est dans l'entre-soi entre hommes, où il n'y a jamais une femme qui est venue, et quand une femme demande à y venir, la réponse est non. Donc et je finirai sur le... J'ai encore 5 minutes. Donc, ça veut dire que cette mixité de la fonction publique, en fait, alors j'ai la même chose, je me dis, est-ce que je prends des dossiers d'hommes? Toujours la même question, est-ce qu'il faut que je fasse des comparaisons, etc. Donc, je ne les ai pas pris, les dossiers d'hommes, j'ai procédé autrement pour avoir des carrières masculines, mais je veux dire, en fait, si on s'arrête au recrutement en 1974 pour les femmes inspectrices, pour les inspecteurs du travail, il n'y a même pas besoin de regarder les dossiers des hommes. Hein. Il suffit de prendre les promotions, les 2 ou 3 femmes qui sont promues, et de regarder où est-ce qu'elles sont à la fin de leur carrière, et on aura compris que de toute façon, il n'y a aucune égalité, et que ce n'est même pas la peine de faire la comparaison. Alors, ce qui m'a
je voudrais finir par un troisième point sur les nouveaux questionnements qui ont été introduits quand j'ai commencé à faire des enquêtes orales. Donc, comme il me manquait quand même pas mal de dossiers, on n'avait pas voulu me donner parce que les femmes et que les dossiers de ces femmes-là, c'était des femmes qui étaient encore en activité. Donc, quand même, j'ai pas pu les voir. Donc, j'ai fait des entretiens. J'ai reconstitué les carrières avec les annuaires, qu'importe. J'ai fait des entretiens qui ont changé, mais c'est pour ça que ce livre n'en finit plus. C'est-à-dire, je passe mon temps à trouver des nouvelles choses. Je suis obligée de tout recommencer, c'est insupportable. J'ai été interroger une femme qui me dit, je leur demande quand même quand je vais les voir, pourquoi elles ont choisi le métier d'inspectrice du travail, parce que c'est quand même très peu de postes. Il y a 3 postes tous les 2 ans, tous les 10 ans, ou 5 postes. Il faut vraiment, bon voilà, il faut vraiment en voir. Donc j'avais vu dans des enquêtes, dans des entretiens, que les femmes, il y avait des femmes qui disaient « moi j'ai toujours voulu être inspectrice du travail », etc. Et donc je vais en voir une qui me dit bah, « oui, moi j'ai toujours voulu être inspectrice du travail ». Mon père, donc je demande toujours des questions sur les milieux professionnels. Donc depuis les origines, parmi les inspectrices du travail, il y a un tiers des filles des élites, des femmes très diplômées, qui habitent le 16e arrondissement, d'un endroit très chic à Paris, et puis 2 autres tiers qui sont des filles des milieux très populaires. Et ça, c'était inscrit dans les dossiers, donc j'ai vu. Et dans un premier temps, bon, je vais venir. Donc elle me dit, et je dis, vos parents, votre milieu familial, me dit, mon père était ouvrier, donc j'avais décidé que je serais inspectrice du travail. Et donc elle me dit, j'étais boursière, etc. J'ai passé ma licence de droit, et là elle me dit, quand j'ai eu ma licence de droit, j'étais trop jeune pour passer le concours, j'avais 22 ans, donc le concours c'est 24 ans minimum. Elle me dit, j'ai passé 2 DESS pour avoir l'âge de passer le concours. Bon, elle me dit, je l'ai eu. Bon, évidemment, cette année-là, il y avait 2 postes, hein, mais quand même, elle l'a eu. Donc, c'est intéressant, du coup, je suis retournée de retour chez moi, j'ai regardé ma base de données, et j'avais regardé les âges, mais sans plus. Et donc, du coup, j'ai cherché toutes les femmes qui avaient 24 ans, en me disant, depuis les origines, si elles ont 24 ans, juste l'âge minimum, c'est vraiment, c'est prêt, elles attendaient le concours, quoi. Et donc, le tiers de mes femmes avaient 24 ans. Donc, ça veut dire que quand je ne pouvais pas aller les interviewer, toutes celles qui étaient mortes, ça veut dire que donc j'ai fait l'hypothèse que visiblement elles avaient toute une forte motivation pour venir à l'inspection du travail. Et du coup, j'ai relu autre chose avec cet entretien. Donc, je viens de vous dire jusqu'à les embauches jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, à partir du statut de la fonction publique de 1946, pour être en de la fonction publique, pour tenter le concours, il faut avoir une licence d'université, c'est Bac plus 3. Donc ça change radicalement la donne. Et donc je savais que toute une partie de mes inspectrices issues des milieux populaires, bien sûr, avant la Seconde Guerre mondiale, elles n'avaient pas fait de licence, elles avaient toutes le même parcours. Le concours d'inspection est très difficile, donc c'était toutes des très bonnes élèves des milieux populaires qui étaient passées dans les écoles normales d'institutrices, comme les hommes. Et donc, je voyais bien. Et donc d'ailleurs, elles avaient épousé des instituteurs, il y avait une très très forte homogamie sociale. Et je me disais, bon voilà, alors il faut savoir qu'une inspectrice du travail gagnait 3 fois ce que gagne une institutrice, quand même. Donc je me suis dit, voilà, ça c'est vraiment, je faisais ma sociologue apprentie et je me disais, voilà, je suis en plein dans la mobilité sociale, professionnelle, les concours de la République, etc., etc. Et puis bon, j'avais fait mon petit truc. Et une fois que je me suis aperçue qu'elles avaient toutes une très forte proportion à 24 ans, je me suis dit, en fait, elles étaient institutrices parce que c'était la voie royale pour avoir un métier et sortir des milieux très populaires par le haut, mais ça se trouve, elles aussi, elles voulaient absolument être inspectrices du travail, et elles ont été institutrices pour sortir, et puis en attendant de pouvoir passer le concours. Et je pense que c'est juste, hein, parce que là aussi, il y a des femmes, une très forte proportion, donc, de femmes très jeunes. Et donc, du coup, je me suis mise à relire les parcours des autres, j'ai fini, les filles de la bourgeoisie, où je me disais, bon, ben elles, oui, je pense aussi, parce que c'est quand même des femmes de médecins, des femmes d'industriels, très très diplômées, pareil, beaucoup d'endogamie sociale. Je me disais, mais quelquefois elles avaient 3 enfants, 4 enfants, elles sont là par pure militance. Je pense qu'elles
Dans les années 30 ou dans les années 20, si on devient inspectrice du travail, c'est quand même un travail fou. Hein. Il faut travailler, il faut aller faire de l'inspection la nuit, le dimanche, enfin c'est un travail, c'est 60 heures ou 70 heures par semaine depuis le début. Mais bon, c'est des militantes, elles veulent être autonomes, donc elles travaillent, même si leur conjoint est cadre supérieur ou profession libérale. Et puis sans doute qu'elles veulent défendre la veuve et l'orphelin et l'ouvrière. Et bon, voilà, j'avais fait ça comme ça. Et donc, du coup, j'ai été regarder un peu plus près, j'ai surtout retourné dans de nouvelles archives, et je me suis aperçue que quasiment la moitié des femmes recrutées au début du XXe siècle militaient dans des associations féministes, et en particulier le Conseil national des femmes françaises. Elles étaient toutes au CNFF, elles étaient au comité de travail du CNFF, et donc, bien évidemment, elles aussi étaient là par pure militance. Donc, il y avait vraiment... Donc, du coup, ça m'a permis d'organiser un raisonnement historique, un fil rouge sur des femmes militantes à différents niveaux, à la fois autonomes par rapport à leurs conjoints et en même temps qui défendent la classe ouvrière. Donc, bien évidemment, ça m'a permis en plus d'enfourcher un de mes dadas, qui est que à propos du célibat des femmes diplômées, on a longtemps dit que les femmes diplômées étaient célibataires parce qu'elles ne trouvaient pas d'hommes qui voulaient d'elles, parce qu'elles raisonnaient trop. J'aurais été un raisonnement qui m'a énervé. Avec toujours l'exemple des femmes enseignantes du secondaire qui effectivement sont très très peu mariées, mais on s'aperçoit que ces enseignantes du secondaire, ce qu'avaient montré les travaux qui étaient faits, c'était qu'une fois que le Code civil avait été plus égalitaire, c'est-à-dire que l'article qui demandait que les femmes mariées aient l'autorisation de leur mari pour travailler et l'autorisation de leur mari pour ouvrir un compte en banque, c'est-à-dire cette disposition du Code civil est supprimée en 1965. Après 1965, ces fameuses enseignantes du secondaire qui étaient les plus célibataires deviennent les plus mariées du CST. Donc, et pour les inspectrices du travail, c'est la même chose. Donc il y a beaucoup de célibataires dans un premier temps, et le taux de célibataires descend très nettement après la réforme du Code civil. Donc en plus, ça conforte l'idée que c'est des femmes, y compris les femmes qui sont mariées, travaillent pour leur autonomie, de même que les autres ne sont pas mariées par autonomie, ou parce qu'elles vivent avec une autre femme, enfin bon, mais moi, je n'ai pas besoin d'un homme, visiblement. Donc, pour terminer, il y a d'autres questions qui se posent encore. J'ai vu qu'il y avait le rapport dirigé par Réjeanne Sénac là, sur la magistrature qui est sorti il y a quelques jours. Il y a une question à se poser. Moi, je m'étais il y a un petit moment, quelques années, posé la question de savoir si les mobilités géographiques qui sont imposées au cadre supérieur dans le privé, mais aussi dans la fonction publique et surtout dans le privé, à partir des années 1980, n'est pas un moyen de lutter contre la présence accrue des femmes dans les professions supérieures. C'est-à-dire, comme les femmes sont supposées ancrées dans la famille ou donner priorité à la famille, on peut se poser la question de savoir pourquoi cette mobilité géographique obligatoire. Est-ce que c'est pas d'un côté pour disqualifier des femmes qui ne voudraient pas faire cette mobilité? Donc ça me trottait dans la tête, j'en ai parlé avec des inspectrices DRH qui étaient venues des RH que j'ai rencontrées, qui avaient dit « Ah oui, effectivement ». Et j'en parle avec une autre qui me dit « Mais bien sûr, et vous savez ». Et elle me parle d'un décret, je ne sais pas si vous le connaissez, elle me dit « Sans compter qu'il y a en plus ce décret 2000 qui oblige dans la fonction publique et spécialement au ministère du Travail les hauts cadres à faire de la mobilité géographique tous les 5 ans. » Ouais. Tu connaissais ce... Donc je me dis, ah ben oui, et elle me dit, moi, elle était une des 4 femmes qui était devenue directrice régionale dans toute l'histoire de l'inspection du travail, et en ce moment, elle est IGAS, et elle me dit, mais quand j'ai découvert ce décret de 2000, j'étais directement touchée, il fallait que je me délocalise, et j'étais, mais absolument, mais sidérée, mais même elle ne le savait pas. Et j'ai vu dans le rapport sur la magistrature, là, qui a été rendu ces derniers jours, que c'est une des questions, une des résolutions demandées pour les prochains trains de loi, qu'on supprime cette obligation de mobilité géographique si on va établir de la mobilité géographique lointaine, c'est-à-dire que les gens fassent une mobilité à l'intérieur de leur circonscription ou à 50 km de chez eux et non pas à 500 ou à 1000 km pour pouvoir
et rétablir ou établir l'égalité entre les hommes et les femmes, que c'est partie vraiment des futures directives. Voilà, j'ai fini. Voilà, juste une méditation sur les tolérances que je disais tout à l'heure, les tolérances sociales aux inégalités, y compris dans le ministère chargé de faire appliquer la loi. Je dois dire que ça laisserait besoin. Et comment est-ce qu'on peut relire les sources avec un œil genré et donc, du coup, changer les questions. Voilà, merci. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a des questions Peut-être sur les interventions que vous avez faites au niveau de la méthodologie, justement, vous avez fait des sortes de restitutions de parcours avec. Je me pose cette question en ce moment, en fait, pour ma propre recherche, je me demandais comment. Parce qu'en fait, du coup, ouais, je pense que la question est assez dingue, mais. Comment est-ce que vous établissez en fait, votre questionnaire? Est-ce que vous avez un questionnaire systématique à chaque fois? Le questionnaire, quand je vais voir les femmes, en fait, c'est un peu comme on dit quand on va faire des entretiens, les gens, elles veulent absolument raconter matériellement ce qu'elles ont fait. Alors, il y a des moments où c'est très intéressant quand elles le racontent. Il y en a par exemple une qui dit qu'elles sont des femmes en fait sont mutées dans des circonscriptions pour des femmes qui sont des femmes depuis le XIXe siècle. Par exemple, j'en ai rencontré 3 qui étaient dans le deuxième, il y avait une circonscription qui était le 2e et 3e arrondissement de Paris, c'est-à-dire le sentier avec la couture, le versant du sentier avec la couture, le versant du sentier avec la bijouterie tenue par la communauté juive entre les 2 guerres, et puis dans cette circonscription, il y avait ce tour de Châtelet, et donc il y avait à l'origine les halles, mais les halles qui ont été transportées à Rungis. Et donc là, il y avait des femmes, ça ne posait aucun problème, c'était de la petite industrie, du travail de la couture, etc. Et puis, à la fin des années 70, 2 énormes chantiers s'ouvrent, Beaubourg, le musée, le Trou des Halles, donc on démolit les halles et construit un énorme centre commercial à la place, et le RER A. Et dans cette circonscription pénale, tout à coup arrive du masculin, parce que les chantiers, bien évidemment, c'est du masculin, il n'y a que des hommes qui y travaillent, et jamais les inspectrices du travail n'avaient été sur des chantiers. Mais dans cette circonscription, l'espace de quelques années, arrivent 3 énormes chantiers, et donc, c'est très intéressant, on y mute, j'ai rencontré sur les quelques-unes que j'ai rencontrées, j'ai rencontré les 3 qui y sont passées. C'est-à-dire, quand elles sortaient du concours, on commençait par les envoyer là, visiblement pour les dégoûter. Elles ont toutes dit très clairement, et c'était tellement énorme, la manière de les dégoûter, que leur inspecteur divisionnaire leur interdisait de porter un pantalon pour aller inspecter les chantiers. Donc monter en haut du chantier de Beaubourg ou descendre dans le trou des Halles ou dans le creusement du RER sans pantalon. Alors bien sûr, elles mettaient des pantalons quand même, c'était juste sinon impossible, et donc elles se faisaient faire des réflexions sur leur dossier par les divisionnaires en disant j'interdis les pantalons et Madame Machin est quand même amenée à inspecter. Fin des années 70. Ah, quand même. Hein. Donc ça c'est très intéressant. Quelquefois elles me racontent des choses. Moi ce que je veux leur faire raconter c'est pourquoi elles sont là. Alors donc elles me disent toutes. Moi je vais être inspecteur du travail. D'autres me disent j'ai été assistante sociale. Il y en a un certain nombre qui ont fait l'école des surintendants d'usine. Depuis toujours, c'est traditionnel chez les futures inspectrices du travail, puis qui me disent alors, mais là c'était très intéressant d'être assistante sociale. Alors j'avais aucun pouvoir, donc j'ai décidé de faire un métier où j'avais du pouvoir pour faire changer les choses, donc je suis devenue inspectrice. Je me suis un peu renseignée comme elle dit, et je suis devenue inspectrice du travail. Et je leur fais aussi raconter comment elle dit, est-ce qu'elle trouvait que le milieu était sexiste, est-ce qu'il y avait de la misogynie, alors comment est-ce qu'on peut dire non, pas du tout, vous vous trompez, etc.
quart d'heure, je dis, mais enfin, je vois bien, là, en 30 ans, il y a eu 4 femmes directrices régionales et 15 qui ont été directrices départementales. En face, il y a eu 250 hommes, et donc, que se passe-t-il? Oui, mais bon, donc c'est un peu... certaines disent, je ne suis pas féministe, côté traditionnel. Et puis d'autres disent, oui, j'étais féministe, et d'ailleurs, j'ai demandé une délégation aux droits des femmes en 2000, etc., etc. Donc c'est ça que je veux faire raconter. Mais pas tellement parce que... Et puis aussi, quand j'ai pas leur dossier, quand j'ai pas retrouvé, parce que j'ai pas eu tous les annuaires, je leur demande un CV pour voir combien de temps elles sont restées, dans tel et tel poste, pour compléter mon énorme base de données. Mais c'est intéressant qu'elles, sauf exception, disent non, tout va bien. C'est un discours très, très répandu, ceci dit. Est-ce que c'est pas aussi dû au fait, justement, que dans la fonction publique, on a un discours sur l'égalité des chances, voilà, et du coup, peut-être que c'est plus difficile pour celles qui en sont parvenues au stade, au poste d'inspectrice du travail, de dire qu'au final, il y a eu des... Enfin, elles ont quand même connu la discrimination d'une certaine manière. On est quand même à l'inspection du travail, quoi. C'est leur métier de travailler là-dessus. Et non, c'est vrai. C'est leur quotidien, quoi. Mais c'est vrai, alors, quand je leur dis, mais ma fameuse règle du 6e, là, je leur dis, mais enfin, elles me disent, parce que c'est curieux quand même, hein, jusqu'aux années 80, c'est au début de la conversation, parce qu'évidemment, elles testent. Ils disent, quand même, c'est curieux, oui, jusqu'aux années 80, il n'y a pas tellement de femmes. Hein. Enfin, je dis, oui, la règle du 6e, ça vous dit quelque chose? Non. Et à un moment donné, donc à ce moment-là, je leur dis, mais en fait, quand on prend nominalement les entrées et les sorties, on embauche des femmes que quand une autre part à la retraite. Et elles me disent, ah, c'était donc ça. Donc c'est intéressant parce que même elles, à l'intérieur du système, elles ont aucune ne savait ça. Même à l'intérieur du système, elles ne comprenaient même pas comment ça se faisait, comment ils pouvaient se faire, qu'elles étaient minoritaires, alors qu'on était en France, 30 ans après le statut de la fonction publique, et qu'il se passait toujours rien. Et ça, c'est assez... sur la méditation, sur pourquoi ça n'avance pas plus vite, je viens de dire que c'est quand même instructif. Moi, je sors de là, je suis complètement... j'ai quand même pas le mot, comme souvent quand on sort des entretiens, j'ai vraiment pas le mot. On ne sortira jamais. Enfin, si on en sort là numériquement, puisque maintenant on embauche l'inspection du travail ou n'importe où dans la fonction publique, 2 femmes pour un homme, mais elle, au cœur du problème, déléguée aux droits des femmes, à la délégation des droits des femmes pendant 2 ans, travaillant ayant aidé à l'élaboration des lois, elles font ça quand elles sont déléguées sur le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les discriminations au travail. Cette femme-là était là, c'était une militante CGTiste de toujours, était au comité central de la CGT pour les fonctionnaires. C'était la femme en plus, ça c'est pour les plus âgés d'entre nous, les plus vieilles là-dedans. Tu te rappelles, aux usines Citroën, dans les années 70, il y avait un syndicat jaune qui était la CFT, et des militants de la CFT de chez Citroën avaient assassiné un gréviste, Pierre Maire, ça dit quelque chose? Oui, évidemment. Un gréviste d'une usine d'à côté. Et j'ai rencontré la femme qui était inspectrice du travail chez Citroën et qui était au milieu de tout ça. Donc c'était pas la dernière, mais c'était une militante. Et en plus, elle a attaqué Citroën, qui est partie en Conseil d'État, etc. Elle a gagné contre Citroën, enfin, la niaque, quoi. Ah oui, on ne faisait que remplacer les femmes qui étaient... Même pour elle, le système était opaque, quoi. Et je pense que je n'ai pas poussé, parce que c'est pas possible, je ne peux pas dire des choses comme ça, mais je pense que je leur aurais dit. Et en plus, elle me dit, toutes ces femmes-là sont arrivées premières de la promotion, deuxième. Donc quand on leur dit qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, je pense qu'on n'a pas poussé beaucoup pour leur faire dire que les hommes étaient bien meilleurs qu'eux dans le concours, quoi. Et c'est pour ça qu'elles étaient que 2 sur 28. Donc ça, j'ai quand même jamais demandé, mais... Et il y a aussi très fort, ce qui ressort que je n'aurais pas pensé à demander pour répondre à votre question, c'est la trahison de classe. Ça, c'est très intéressant. Elles ont beaucoup de mal à dire ce que faisaient leurs parents.
Il faut vraiment tirer les verres du nez parce que moi j'ai toute la base d'abord, là où je sais tout, donc je veux valider mes hypothèses. Très compliqué de dire, il y en a une qui m'a parlé de trahison de classe. Elle dit, oui, c'était très compliqué parce que mon père était ouvrier, mon grand-père était cheminot, et c'est quand même difficile. Par contre, il y en a une qui était fille d'inspecteur des finances, alors elle. Je dis, vous pensez que c'était quelque chose c'était une rébellion quand même Le couvent des oiseaux, Sainte-Marie de Neuilly, Sciences Po, etc. Puis à Sciences Po, il était à Sciences Po en 67, donc la guerre du Vietnam, machin, etc. Des grands conférenciers, Michel Rocard, Marcel David, des juristes, etc. Elle se dit, il faut que je devienne inspectrice du travail. Et quand vous êtes rentré chez vous, vous savez comment c'est ça, c'est passé comment, mon père était pour les études des filles, c'était très bien, j'ai inspectrice du travail, oui, pas de problème. Et puis après elle me dit, en fait, maintenant que j'y réfléchis, oui, c'était quand même de la rébellion. Je vais revenir sur cette règle des 1/6. Ce que vous dites, en fait, c'est que ce n'est pas une règle, c'est une chose tacite, non dite, non écrite, qui se reproduisait, mais qui est garant de ça. Enfin, dans les sources que j'ai vues, c'est écrit. Je n'ai pas trouvé les textes demandant la règle du 6e. Je l'ai vu inscrit dans un dossier. Je sais que pour le rang inférieur, les contrôleurs du travail qui sont rendus de la fonction publique, il y a au début, en 46, enfin en 50 exactement, une règle du 6e d'embauche de femmes. Donc, pour les contrôleurs du travail, on embauche 5/6 d'hommes en premier temps et 1/6 de femmes. Ça, c'est un décret, je l'ai vu dans un dossier. Et pour ce qui concerne les femmes, les inspectrices, je n'ai rien vu. Rien. Et j'ai dit ça un jour dans un colloque, cette règle du 6e, il y avait là l'inspecteur général, pour le santé du ministère du Travail, l'inspecteur général a piqué un coup de sang en disant que j'avais fait n'importe quoi, d'où est-ce que je tirais ça. Je dis, voilà, dites-moi alors. Mais je n'avais pas encore fait tout mon raisonnement avec les entrées nominativement et les sorties nominativement, donc je n'ai pas pu lui apporter la preuve. Et il a dénié, mais absolument tout. Il m'a insulté. Quand j'ai osé dire qu'il y a de l'inégalité depuis toujours à l'inspection du travail, mais qui était l'inspecteur général du bureau, c'est dans un état. Il éructait de tout. Et voilà. Mais je n'ai pas aucune trace. Les vacances, ce que je peux faire, c'est des entrées, des nombres d'entrées, nombres de sorties. Voilà, ça. Et on tombe sur un 6e, puisqu'elles ne sont qu'un 6e du corps. Donc c'est la règle du 6e. Autrement dit, quand dans le dossier, je remarquais, c'est une très mauvaise inspectrice recrutée à cause de la règle du 6e. Ça veut dire que l'année d'avant, il y avait une inspectrice qui était partie à la retraite, et puis que dans la classement, on a pris la première, des femmes classées, et que c'est elle qui a été prise. Et qu'elle n'était pas une bonne inspectrice pour des raisons que j'ignore, mais la règle du 6e, en tout cas, elle était tacite. Personne ne m'a confirmé ça, mais les chiffres sont là, pour le coup, la stat. Et avoir une base de données bien costaud, ça aide. Non, ce qui est incroyable, c'est que ça se transmette. Enfin, que c'est pas dit et que ça se transmette. Quelque part, je pense que c'est verbalisé au moment du concours, c'est pas possible. C'est ça. Ce que j'ai pas vu, c'est les comptes rendus des jurys de concours. Ouais. La composition des jurys de concours. Des hommes. Je veux bien aller voir, mais je pense que c'est plié. Parce que ça se trouve, il n'y a pas de femme, en fait. Ah, ben, ça doit pas se faire, c'est sûr. Non, mais c'est sûr qu'il y en a pas. Siège forcément, dans les concours de la fonction publique, vous ne pouvez pas siéger à rang égal dans les recrutements, quasiment. Donc si vous siégez pour recruter des inspecteurs ou des inspectrices, vous êtes forcément inspecteur départemental ou inspecteur régional, et évidemment l'inspecteur général siège. L'étude que vous avez faite là, sur ce corps de métier, j'imagine qu'on pourrait aussi bien la faire sur d'autres corps de métier dans la fonction publique et qu'on retrouverait des choses similaires. Enfin, j'imagine que sur d'autres métiers, on retrouverait à peu près des choses semblables. Je pense. Oui. Il y a ce qui a été donné sur
Marlène Cacobito sur les enseignants du secondaire, ça montre ça. Hein. Et pourquoi vous avez mis le focus sur ces inspectrices du travail? Et c'est ce que j'ai expliqué au début, c'est-à-dire qu'on est venu me voir en me disant voilà, il y a des archives, vous ne voulez pas faire quelque chose sur l'inspection du travail. Je dis, ça va très bien, les inspectrices. Okay. Très bonne idée, on ne sait rien sur elle, pas grand-chose. Il y avait un tout petit article de Linda Clark sur les toutes premières générations d'inspectrices. Non, c'est vraiment ce que je disais, c'est une demande sociale, c'est une opportunité.